Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update graphique. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. J'essaye là, avec cette rentrée scolaire un peu décalée on va dire, de reprendre l'habitude de lire des graphiques. Mais en fait, sur l'été, je vais moins souvent à la bibliothèque. Alors, les horaires des bibliothèques changent et elles sont moins ouvertes. Tu peux garder les BD plus longtemps aussi. Et ouais, je sais pas, sur l'été, je lis... En fait, sur l'été, je lis globalement moins, et donc je lis principalement des livres quand je lis et pas des graphiques. Bref, donc ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de update graphique. Et là, j'ai fait pas mal de rangements, ce qui fait que les deux premières BD que je vais vous montrer, je les ai lues il y a très longtemps. Je les ai lues quand j'étais encore dans l'appartement. Pour vous donner un ordre d'idée, il me semble. Et en tout cas, ça fait très longtemps. C'est juste que je vous en ai pas parlé parce que j'attendais d'acheter et lire la suite de ces BD, puisque c'est des BD qui sont à moi. Hein. Si je l'ai pu les garder aussi longtemps, c'est parce que je les ai pas empruntés à la bibliothèque, évidemment. Mais en fait, là, pour mettre des graphiques dans le Pumpkin, je vais vous donner tout ça en vlog. J'ai cherché à continuer des sagas que j'avais commencé justement. Et j'ai pas trouvé ces suites de sagas pour les mettre dans cette palle là de graphique pour le Pumpkin. Donc je me suis dit, je vais arrêter d'attendre de lire la suite pour vous les montrer. Je vais vous les montrer, vous les présenter avant d'avoir totalement oublié ce qui se passe dans ces BD. Et je vous parlerai de la suite quand j'aurai enfin acheté la suite, tout simplement. Donc la première BD, je ne sais même plus quand est-ce que je l'ai lu, ça fait très longtemps. Donc c'est Le Manoir Sheridan, tome 1, La Porte de GN de La Montagne et Maï. Il y a un tome 2, c'est juste que j'arrive pas à le trouver. Même sur le site, il n'était pas disponible neuf, d'occasion pas trouvé. Donc je vais attendre pour lire la suite. En gros, on est dans une ambiance parfaite pour Halloween. Pour le coup, on est dans un vieux manoir. C'est à base de huis clos, secret, ambiance un peu flippante, un peu chelou. On va pas se mentir. J'essaye de vous trouver le manoir vu d'extérieur, mais je suis pas sûre qu'on l'ait. Bon, il est sous la neige, mais en gros, vous voyez, on est sur un manoir comme ça, isolée à côté d'une petite ville déjà isolée elle-même. Vous voyez le genre de truc? Voilà, et en gros on va rencontrer un homme qui a perdu la mémoire. Il est retrouvé, alors ce que je vous dis est de mémoire, hein. J'ai un peu relu le résumé mais pour l'histoire en elle-même c'est un peu de mémoire. En gros il a fait une chute dans la forêt d'à côté et il est retrouvé par les propriétaires du manoir par terre, étendu dans la neige, mémoire, et donc il le ramène au manoir, il le soigne, il l'aide, mais l'homme a perdu la mémoire. Donc on est en train de chercher un peu pourquoi cet homme est là, comment il est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé. Et tu sens bien que les raisons de la fuite de cet homme sont pas... c'est pas lui le gentil dans l'histoire, vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà l'ambiance est un peu tendue. Et cet homme va un peu vagabonder dans le manoir et un peu essayer de visiter, de errer un peu, vous voyez, dans le manoir. Et il va découvrir des choses assez particulières, assez bizarres qui se passent dans ce manoir. Vraiment, c'est une ambiance très lourde, très chelou. Et c'est le genre de bouquin où il y a pas mal de choses qui sont supposées, il y a pas mal de choses qui sont laissées à l'appréciation du lecteur ou de la lectrice. J'aime pas trop ça. C'est aussi pour ça que je ne me suis pas particulièrement jetée sur la suite. Mais c'était assez bien, en tout cas pour que je le termine et pour que je le garde. Ça veut dire quand même que je veux lire la suite. Donc franchement voilà. Et puis là ça fait peut-être 1 an que j'ai lu. Franchement je sais même plus quand est-ce que je l'ai lu. Mais il m'a pas fallu lire grand chose du résumé pour que les souvenirs reviennent et que l'ambiance globale du livre me revienne en mémoire. Donc franchement j'ai trouvé ça assez cool. Je vais quand même vous montrer la première planche pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, l'ambiance quand on est dans le manoir, vous voyez. Le manoir est quand même assez chaleureux, c'est juste que on est dans le genre de manoir tellement grand qu'il y a peu d'habitants dans le manoir et donc toutes les ailes du manoir sont pas utilisées en fait. Il y a des ailes entières, des parties entières qui sont fermées parce qu'ils sont littéralement en 3 à vivre là-dedans et qu'à un moment donné c'est trop grand, tu vois. Bref, sauf qu'il y a des raisons pour lesquelles c'est fermé, il y a des choses qui se passent dans ce manoir. Il n'y a pas vraiment de choses surnaturelles si c'est ça que vous attendez, mais ouais, je sais pas, j'ai presque envie de le relire là, à vous en parler et tout, je me rappelle pas de tous les détails, j'ai presque envie de le relire, mais j'ai pas trouvé le tome 2, donc je relirai le tome 1 quand j'aurai enfin trouvé le tome 2.
Le suivant, je suis dégoûtée parce que j'aurais adoré pouvoir lire le tome 4 pour Halloween, pour octobre, etc. Mais il n'est pas sorti, le tome 4. Pourtant, c'est marqué, hein, le roi des citrouilles apparaître. Donc le roi des citrouilles, le tome 4 parfait pour le funky. Mais j'ai cherché pour l'acheter et je ne l'ai pas trouvé. Peut-être qu'il va sortir justement en octobre ou en novembre, mais j'ai pas trouvé. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Même s'il sort là en octobre ou en novembre, je suis pas certaine de l'acheter tout de suite et de le lire tout de suite. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer le tome 3 de Magic maintenant. Donc le tome 3, c'est l'école des monstres de Lilian et A. Molinati. Et franchement, j'ai adoré ce tome 3. J'ai eu un peu de mal avec le tome 1 de mémoire, mais franchement, ce tome 3 était absolument génial. Le tome 2, je me rappelle plus trop, pour tout vous dire. Ah oui, si, le tome 2 était mieux que le tome 1, j'ai trouvé, et le tome 3 encore mieux. Donc j'ai beaucoup d'espoir pour le tome 4. En gros, ici, on va suivre cette petite sorcière aux cheveux violets. D'ailleurs, c'est le titre du tome 1, c'est La fillette aux cheveux violets. Et donc, cette petite fille va découvrir qu'elle a des petits pouvoirs de sorcière. On est dans un monde où c'est connu, hein, qu'il y a des sorcières, qu'il y a des pouvoirs, etc. Mais que tout le monde n'en a pas. Et cette petite fille est orpheline, elle a été élevée dans un orphelinat. Donc en fait, elle n'est pas élevée dans une famille de sorcières, elle n'est pas au courant, elle ne sait pas trop, vous voyez. Et un jour, un homme vient la chercher à l'orphelinat parce qu'on a découvert qu'elle avait des pouvoirs. Il la ramène chez lui. C'est un homme qui a une boutique de chapeaux de mémoire et qui en parallèle a un petit peu un pied dans ce domaine-là de la magie, etc., etc. Et donc il va l'initier aux livraisons de chapeaux, etc., son métier à lui, et en même temps à la magie. Mais on découvre au fur et à mesure que cette petite fille a de la magie, certes, mais a une magie particulière dans le domaine des sorcières. Et on est sur une petite fille, voilà, elle a grandi dans un orphelinat, elle est isolée, elle est toute seule, elle n'a pas de famille, elle débarque chez un homme qu'elle connaît pas, elle emménage là. C'est très flou pour elle, c'est très bizarre pour elle. Elle a genre 7-8 ans, hein, on n'est pas sur une ado, donc c'est un peu compliqué pour elle de s'adapter à tout ça et de en même temps comprendre ce qui se passe en termes de magie. Mais ça reste une petite fille très curieuse qui n'en fait un peu qu'à sa tête aussi. Dès qu'elle découvre ce qu'elle peut faire avec la magie, elle veut le faire, elle veut avancer, elle veut apprendre, elle veut faire de la magie. Être une sorcière, c'est trop cool pour elle. Et franchement, j'adore. Vraiment, j'ai adoré. Et ici, donc, il y a toute une histoire avec des petits monstres qu'elle emmène dans son grenier. C'est absolument mignon, c'est tellement cool. Vraiment, c'est ultra chouette. Vraiment, j'ai adoré ce tome 3. J'avais tellement envie de lire le tome 4. Je suis deg de pas qu'il soit pas encore disponible, tu vois, parce que je peux pas le lire tant qu'il est pas sorti. Mais ouais, j'espère qu'on aura le tome 4 vraiment dans pas longtemps, parce que c'est une ambiance vraiment parfaite pour Halloween. Et pour les enfants, c'est vraiment, vraiment trop cool. On n'est pas sur une histoire qui fait peur, pas du tout. Et j'adore cette saga, au final. Pour être honnête avec vous, on a passé le moment de l'update qui était cool et sympa avec des BD que j'ai aimés. On va basculer dans le moment de l'update où je vous parle de BD que j'ai pas du tout aimé, que j'ai pas terminé. J'ai plusieurs tomes à vous montrer, mais à chaque fois je ne les ai pas tous lus parce que vraiment j'ai lâché l'affaire. Voilà. La première saga, c'est Momo de Jonathan Garnier et Ronnie Autin. Voilà, donc j'avais pris les 2 tomes de Momo, voilà, ils sont là tous les 2. Et je sais pas combien il y a de tomes en tout, mais j'ai vu les 2, du coup j'ai pris les 2 tout simplement. Peut-être que c'est juste une duologie, mais pour tout vous dire, je n'ai même pas terminé le tome 1 parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Déjà, peut-être que c'est fait exprès, probablement que c'est fait exprès par les auteurs et illustrateurs ici, mais moi ça m'a totalement perturbée, totalement chamboulée, et je n'ai pas réussi à m'adapter. En fait, moi je m'attendais à suivre un petit garçon. Ici on suit une petite fille. Alors ça, c'est pas censé changer grand chose en soi, c'est juste que je sais pas comment expliquer, mais ça m'a vraiment perturbée, alors même que je suis une femme en fait. Donc j'aurais dû être capable de me dire, ah ok, on est dans la tête d'une petite fille, trop cool, je peux plus m'identifier du coup, vous voyez, logiquement. Mais pas du tout en fait, ça m'a totalement perturbée, vraiment. Et aussi, en fait, on suit le quotidien de cette petite fille qui est avec sa grand-mère. Son père est parti en mer parce qu'il est marin ou pêcheur ou je sais pas quoi, enfin bref, il est parti. Et donc voilà, elle vit avec sa grand-mère, elle va à la poissonnerie acheter du poisson, et puis elle rentre, et puis elle croise des enfants, ils font des jeux totalement débiles d'enfants, mais c'est vraiment le quotidien basique d'une petite fille, il n'y a rien d'autre.
Et j'étais en mode, enfin, vraiment au bout de quelques pages, je me suis dit mais c'est quoi l'intérêt? En fait, je ne comprends pas vraiment. Je suis une petite fille de 7 ans à peu près, on va dire. Je sais pas si son âge est marqué derrière, mais je pense que c'est à peu près ça. Dans son quotidien de petite fille, avec ses réflexions de petite fille. Mais je sais pas, enfin, en fait j'étais en mode bah ça m'intéresse pas. Enfin, alors j'ai rien contre les dessins en eux-mêmes. Il y a pas mal de planches où il n'y a pas de texte, comme c'est le cas ici. Et normalement j'aime bien ce genre de truc, sauf que là en fait, les planches viennent juste à rallonger la BD. Que là, la planche entière que je viens de vous montrer où il n'y a pas de texte, il n'y a pas de texte parce que ça se passe en un quart de seconde, tout ce qu'on a dans cette planche. En deux fenêtres, je sais pas comment ça s'appelle là, mais en deux carrés, ça aurait été largement suffisant pour nous donner ce qui se passe là, vous voyez. Alors qu'on a toute une page entière. Du coup, ça vient alourdir, ça vient rallonger ce qui se passe, alors que ce qui se passe n'est déjà de base pas ultra passionnant, selon moi. Et donc oui, voilà, ça, on suit Momo qui fait l'aller-retour à la poissonnerie. Alors, l'aller-retour à la poissonnerie doit lui prendre un quart d'heure en tout et pour tout, mais ça prend, t'as l'impression que ça lui prend 4 heures. Tellement c'est étendu, c'est détaillé de ouf. En fait, c'est ça le problème que j'ai, c'est que chaque petit élément de sa vie quotidienne est détaillé et raconté en comme si ça prenait des jours et des jours. Vous voyez, c'est allongé de ouf. Alors, déjà, de base, c'est pas très intéressant. Déjà, en une planche ou deux, ça aurait été un peu inutile, tu vois, mais alors là, enfin, j'ai trouvé ça vraiment trop long. Je vois arriver à peu près à la moitié de la BD, je dirais, je me suis dit, bon bah en fait, j'aurais rien d'autre, quoi. Ça prend tellement de temps d'en arriver là, que j'avais la flemme. Vraiment, j'ai pas compris l'intérêt de la BD. Au final, je ne peux pas vous en dire grand chose parce que j'ai beau avoir lu la moitié du tome 1, bah il se passe rien. En fait, c'est pour ça que j'ai arrêté, hein, c'est parce qu'il se passe rien. Alors peut-être qu'après, on a une thématique, on a des choses qui sont... Enfin, on a forcément des choses qui se passent, mais ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça lourd à lire. Alors que c'est une BD jeunesse, je suis une petite fille, dans son quotidien, bah moi je m'ennuie en fait. Et la saga suivante, j'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai bien aimés. Du coup, je me suis un peu enjaillée et j'ai emprunté à la bibliothèque les tomes 3, 4, 5 et 6. Et au final, bah, j'ai lu le tome 3 et je me suis arrêtée là parce que ça part en sucette. Comme toujours avec moi et ce genre de thématique, en fait, ça part trop loin, ça part dans des trucs, mais vraiment je suis en mode... En fait, mon cerveau n'arrive plus à suivre. Alors même qu'ici on est en jeunesse. Donc la saga c'est Gargouille de D.P. Filippi et S. Gambouni. Donc ici le tome 3, Les Gardiens. Je vais tous vous les montrer un par un. Le tome 4 qui s'appelle Phidias. Voilà. Le tome 5 qui est le double maléfique. Et le tome 6, le livre des mages. Ils sont très beaux, hein. Franchement les BD sont très belles. Mais vraiment, en fait ici on va suivre un jeune garçon, je vais garder juste le tome 3 avec moi, on va suivre ce jeune garçon là, qui au début du tome 1 emménage dans une nouvelle maison, enfin un nouvel appartement dans une petite ville avec ses parents, etc. etc. Et il emménage en face d'une cathédrale. Et il va découvrir qu'avec un certain moyen depuis sa chambre, il peut rejoindre la cathédrale, mais il y a des centaines d'années. Il voyage dans le temps. Et ce que je trouvais très, très cool et très fun dans les tomes 1 et 2 bascule dans le tome 3. C'est-à-dire qu'à partir du tome 3, en fait le jeune garçon voyage dans le temps, il rejoint la cathédrale et en fait la cathédrale à un moment donné ou un autre de sa vie brûlé et été reconstruite. Et en fait j'ai plusieurs problèmes avec ça, c'est que le petit garçon cherche à faire en sorte que la cathédrale ne brûle pas. Alors qu'elle a brûlé, elle a été reconstruite et elle existe toujours aujourd'hui puisqu'il peut la voir, il peut y aller, etc., etc. Donc pourquoi chercher à ce qu'elle ne brûle pas? Je comprends pas trop le principe. Et du coup, à partir du tome 3, on bascule dans quelque chose de... Il faut faire ça, mais si tu fais ça, tu risques de pas exister parce que ça va changer le passé et donc ça va changer le futur. Du coup, il vaut mieux que tu fasses ça, mais si tu fais ça... Vous voyez ce genre de si et de trucs dans le passé qui fait que ça modifie le présent? Mon cerveau, il n'arrive pas à suivre. Vraiment, je ne peux pas suivre ce genre de truc. En fait, mon côté terre à terre ressort et je suis en mode, ce qui est arrivé, laisse les événements tranquilles en fait.
Pourquoi vouloir changer les choses? Je comprends pas, et encore une fois, le postulat de départ c'est elle a brûlé, il faut pas qu'elle brûle. Pourquoi? C'est pas comme si elle avait brûlé, elle avait disparu, elle n'existait plus aujourd'hui. Elle existe toujours aujourd'hui, c'est comme Notre-Dame, vous voyez, elle a brûlé, on l'a reconstruite, elle est plus exactement la même, mais elle existe toujours en fait. Pourquoi vouloir changer? Je comprends pas, vraiment je ne comprends pas. Et puis il y a aussi toute une notion de gargouille, de méchant, et tout est très flou. En fait, je n'arrive pas à imaginer des personnages dans différents temps. Et c'est ce que les conversations entre notre petit garçon et les gargouilles sont comme ça en fait. La gargouille lui explique que s'il fait ça, alors il va se passer ça, et donc à son temps, à lui, ça sera différent. Mais s'il fait ça, alors il va se passer ça, et donc à son temps. Et j'arrive pas. Je peux pas imaginer plusieurs temps en même temps dans mon cerveau. Je n'y arrive pas. Vraiment, c'est un truc que je ne sais pas faire, que je ne peux pas faire. J'ai adoré les deux premiers tomes, franchement j'avais trouvé ça hyper cool. Je me suis rendu compte dès le tome 1 qu'il y avait cette notion de voyage dans le temps, mais je trouvais ça chouette. Mais là, en fait, voyage dans le temps et monde parallèle, c'est ma limite. C'est-à-dire que voyager dans le temps une fois, faire quelque chose et revenir, ça va, tu vois, mais voyager dans le temps, puis revoyager dans le temps et créer plusieurs mondes parallèles, là non. Mon cerveau il dit stop, il dit c'est mort, on n'y arrive pas. Vraiment, je ne peux pas. Donc, c'est dommage, parce que ça reste une saga jeunesse, hein, donc c'est pas non plus pas censé être très compliqué. Pour moi, adulte, j'entends, mais mon cerveau n'est pas capable de gérer tout ça. Donc, bah, du coup, j'ai arrêté. J'en ai fini avec cette update qui finit mal, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette update finit très mal, mais écoutez, ça arrive parfois, ça arrive moins souvent avec les BD qu'avec les livres, mais ça arrive de temps en temps. J'espère quand même qu'il vous a plu, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.